Ces honorables monsieur désirent vous parler. Mais nous devions être reçus par le ministre lui-même. Tous ceux qui lisent les journaux savent que le ministre est à l'étranger pour plusieurs semaines. Mais il m'avait demandé de venir. Je ne savais pas qu'il était déjà parti. Je vous écoute. Bonsoir à tous nos fidèles téléspectateurs de La Belle Télévision. Bienvenue dans Tête à Tête. Ce soir, nous allons parler de cinéma. Je vais m'entretenir avec le grand cinéaste sénégalais, M. Moussa Sen Absa. C'est un artiste aux multiples facettes. Il est peintre, écrivain, musicien, acteur, scénariste et producteur. Est-ce que j'ai tout dit? Ou je vais vous laisser soin de vous présenter aux téléspectateurs. Vous avez déjà tout dit, mais on va y en fait, moi, je peux dire que j'ai commencé le cinéma à 10 ans, à l'âge de 10 ans, je dirais. À l'âge de 10 ans. Parce qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelait, à Yarakh, ici où on est, il y avait ce qu'on appelait le Pichos. C'était un théâtre d'ombre, avec des figurines, avec une bougie derrière. Donc, moi, j'aimais beaucoup ça, donc je racontais des milliers et des milliers d'histoires. Et je pense que c'est là où m'est venue l'histoire de raconter. Et plus tard, avec des amis des Yarakh toujours, on allait à l'Akbar, Liberté, El Mansour. J'étais presque comme un rat de cinéma. Et c'est ça qui a été, je pense, le déclic, et je dirais même les fondamentaux de mon travail de cinéma, qui était plus basé sur ma passion pour le cinéma hindou. J'adorais le cinéma hindou. Qui était très en vogue dans ces années. Qui était très en vogue, parce qu'il y avait Sekma et Komashiko. Et moi, j'étais plus pour le cinéma hindou. Je ne connaissais pas le cinéma européen à proprement parler, à part des classiques européens qui passaient ici, mais j'étais plus concentré sur le cinéma hindou que sur le western, par exemple. Sur le western. J'aimais moins le western. J'aimais le cinéma hindou parce que le cinéma hindou m'apportait un peu quelque chose de presque organique. Je m'y retrouvais. Je retrouvais des instincts, je retrouvais un ressenti que je n'avais pas dans d'autres cinémas. Et donc, c'est à partir de là que m'est venue l'idée de faire du cinéma. Et quand je suis arrivé à Paris, j'ai voulu faire du cinéma. Donc, j'ai commencé à faire l'université de Jussieu. Je me suis inscrit en licence. Et vous avez donc fait des années purement cinématographiques? Des années d'études cinématographiques? Oui, j'ai fait une année en licence que je n'ai pas terminée. Parce que j'avais fait un scénario qui s'appelle Le Prix du mensonge. Je faisais des petits boulots à l'époque. Et puis un jour, le GREC, le groupe de recherche et d'essais cinématographiques, m'appelle pour me dire que on va vous financer pour votre court-métrage. Et j'ai fait mon premier court-métrage en 87. Et depuis, je n'ai pas arrêté. Ça a eu un grand succès? Ça a eu un grand succès. C'était un film de 18 minutes qui a eu le Tanit à Carthage, qui a voyagé à Oberhausen, qui a fait Albi, j'ai fait Berlin, j'ai fait le tour du monde un peu avec ce court-métrage-là. Et c'est ça qui m'a lancé. Et tout le monde me demandait c'est quoi le prochain. Et depuis lors, je n'ai pas arrêté. Et c'était quoi le prochain? Le prochain, j'avais écrit un film qui s'appelait Les Enfants de Dieu, qui était une histoire inspirée un peu de la mythologie Wolof sur le Djamutuñ, sur le tatouage. Et donc, c'était un très beau scénario que je voulais faire, mais ça ne s'est jamais fait. Et j'ai écrit un autre scénario qui s'appelle Le sang du baobab, que je devais tourner en 91 à Dakar. Donc la production était déjà prête, l'argent était... Et au milieu de tout ça, moi j'étais déjà à Dakar en préparation. Les costumes étaient faits, les décors étaient presque construits. Et au milieu, 3 semaines avant le tournage, on m'annonce que le film ne peut pas se faire parce que la production a fait faillite. J'ai failli devenir fou. Et donc, vous avez fait comment pour rebondir? Alors j'ai rebondi avec un film qui s'appelle Ken Bougoul. Et puis après j'ai rebondi avec Yalla Yana. Entre-temps, j'avais fait un film pour France Télévisions qui s'appelle Twist à Popegine, qui a très bien marché à la télévision française,
qui a été à Banff, qui a presque gagné le prix à Banff au Canada. Et donc c'était un peu, ça m'a aidé à remonter le moral déjà. Oui. Et puis à me lancer maintenant sur des projets comme Tableau Ferraille, et Un puis grand après classique voilà, aussi, ça, Madame ça. Brouette, Teranga Blues et d'autres films pour la télévision. Il y a eu Gorgorlou, hein. Gorgorlou. Parce que pour moi, c'est grâce à Maktar Sylla que j'ai fait Gorgorlou. Parce que j'avais proposé ce film à plein de gars avant lui. Et tout le monde me disait non, mais les Sénégalais n'étaient pas prêts à ça. Et quand Maktar est arrivé, on en a parlé. Il m'a dit, mais Moussa, moi j'ai envie de le faire. On n'avait pas d'argent pour le faire. Il a financé les premiers épisodes. Et je pense que 3 diffusions après, les sponsors se bousculaient au guichet. Donc, et pour moi, Gorgorlou, c'était une leçon de cinéma, parce que chaque film était un court-métrage. C'était pas une série comme on fait aujourd'hui. Les 26 minutes, les classiques. C'est plus... Il y a un début, un milieu, il y a une construction dramatique, et beaucoup de jeunes, dont Lahat qui est là, ont été formés à travers cette série-là. Donc voilà en gros... mais je n'ai pas arrêté aussi, je ne me suis pas simplement arrêté au cinéma, parce que je pense que le cinéma est un tout. Hein. C'est pourquoi on dit le 7e art. Je peins, j'écris, j'aime beaucoup écrire les chants, toutes les chansons de mes films, c'est moi qui les écris. J'adore composer la musique, j'adore travailler sur les décors, les costumes. Et l'inspiration, elle vous vient tout le temps comme ça? Mais tout le temps, parce qu'en fait, il n'y a pas de... Je ne vois pas ça comme une inspiration, en fait. Je vois ça comme un ressenti très fort des choses que j'ai envie de faire. Et les choses que j'ai envie de faire, je ne dors pas. C'est-à-dire, comme je ne dors pas, je ne fais que travailler. Je suis debout à 4 h du matin tous les jours. Moi, hein. Alors, racontez-nous une journée typique. Ma journée typique, c'est réveil à 4 h du matin, lecture, prière, et puis relecture, et là je pars maintenant dans mes projets. J'aime beaucoup m'informer du monde. Parce que, comme disait un des philosophes, la lecture des journaux est mon premier repas du matin. Parce que je veux savoir ce qui se passe dans le monde où je suis. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Je ne peux pas me réveiller sans savoir ce qui se passe dans le monde. Donc je lis tous les journaux. Sénégalais, américains, français. Je parcours le monde à travers les journaux. Et après, je me sens rempli de quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Et je me mets à écrire, parfois c'est de la musique, ou je me mets à peindre, ou je me mets à essayer de monter un projet. Donc, mes journées sont des journées qui commencent à 4 h du matin jusqu'à 14 h. À 14 h, j'arrête, je mange, je dors. D'accord. 2 h et je reprends. Je reprends jusqu'à 21 h. 21 h, je suis couché. Donc, c'est ça mon rythme de travail tous les jours, depuis très longtemps. Et en tournage, ça se passe comment? Mais en tournage, pareil. Sauf que j'ai pas la sieste. J'ai pas la sieste, mais je trouve toujours un moyen de me concentrer et de lâcher un peu tout ce qui a été accumulé tout le long de la journée. Parce qu'en fait, faire un film, c'est se remettre toujours à neuf. Parce qu'on peut accepter qu'un médecin fasse une erreur d'opération, que la personne meure. Mais un cinéaste, on ne peut pas lui permettre ça. Parce que quand c'est fait, c'est fait. Et c'est fait pour l'éternité. C'est-à-dire, ça ne peut pas changer. Tu ne peux pas aller dire, ah ouais, je l'ai tourné parce que ce jour-là, j'étais malade, j'avais mal à la tête, ma femme m'a fait ça. Non, il n'y a personne, ça ne passe pas. Donc, c'est un métier extrêmement exigeant qui nécessite beaucoup de concentration. Mais beaucoup de... C'est un métier de vision. C'est une vision du monde. C'est une vision de soi aussi. C'est une vision de sa culture.
d'où on vient, qu'est-ce qu'on est, quels sont nos fondamentaux. Je parle souvent des fondamentaux parce que c'est ça qui fait un cinéaste. Hein? C'est ça qui a fait l'empreinte de quelqu'un comme Djibril Diop Mambéty. C'est ce qui a fait l'empreinte de quelqu'un comme Sembène. Hein? Parce que c'est leur vécu, c'est l'ensemble des expériences qu'ils ont vécues qui forment un peu le magma de leur création. Dépendant d'où on est. On ne fait pas le même cinéma quand on est aux Almadies que quand on est à Tableau-Ferraille. Ce n'est pas la même chose. On n'a pas les mêmes perceptions du monde. On n'a pas le même fondamental, le fondamental social, le fondamental politique, qui joue et qui donne une empreinte à un récit. D'accord. Et sur scène aussi, je suppose que vous avez toutes ces casquettes. Vous êtes à la fois réalisateur, vous êtes à la fois directeur de la photo. Vous arrivez à cumuler ça, vous arrivez à garder... Pour les documentaires, je fais la caméra et le son. Pour mes documentaires. Parce que j'aime bien les documentaires. J'aime bien le travail documentaire, parce que le travail documentaire est un travail sur le vécu, c'est un travail sur la liberté en fait. La liberté d'un auteur d'affronter un sujet grave, comique, ou n'importe quel sujet, sur des identités remarquables qui permettent à un public de s'identifier à quelque chose. Et je pense que quand je suis sur un plateau, je suis une autre personne. Les gens disent que c'est pas la même personne qu'on a vue avant. Parce que je concentré, je suis plus que concentré, je dirais. Je suis presque magnétique, je dirais. Je suis dans une forme de transe dans mon travail. Je travaille beaucoup sur ça, sur cette possession des choses. Je ne fais pas les films... il faut faire des propositions. Le cinéma, c'est pas comme la télévision. La télévision, il n'y a pas de proposition. On fait les choses comme on a l'habitude. Mais au cinéma, il faut faire des propos, il faut inventer des récits. Il faut toujours arriver à ce que ton récit soit ton empreinte digitale. Quand tu vois un film de Djibril, les 5 premières minutes, tu sais que c'est Djibril. Quand tu vois les films de Sembène, 5 minutes, tu sais que c'est Sembène. Et mon film, je pense qu'à 5 minutes après, avec l'utilisation de la musique, on dit que ça c'est Moussa. Donc je pense que ça, tant qu'on n'a pas d'empreinte, dans n'importe quel récit, que ce soit documentaire comme fiction, tant qu'on n'a pas une empreinte, on n'est pas un cinéaste. Un cinéaste, c'est d'abord une question d'empreinte, une question de vision et de ressenti des choses qu'on raconte. Très bien. La place du cinéma dans le continent aujourd'hui et à l'international? Je pense qu'on n'a pas compris l'importance du cinéma. Et je pense que l'Afrique n'a pas compris à quel point le cinéma est un outil formidable. C'est une arme de construction massive. Ça peut formater un citoyen, un homme, une femme. Ça peut aider à une réflexion. Ça permet de comprendre des enjeux, des expériences, des visions différentes du monde. Le cinéma, c'est aussi un divertissement. C'est quelque chose qui, quand on sort d'une salle de cinéma après un bon film, on sent quelque chose de très profond. On se sent une autre personne. On n'est pas la même personne qui est entrée au début du film qu'à la fin du film. Parce qu'il s'est passé quelque chose. Vous avez c'est comme une éponge. Vous avez aspiré plein de choses de part et d'autre, à partir de vous-même, de vos fondamentaux, mais aussi à partir de ce que l'histoire qu'on vous raconte. Et je pense que l'Afrique n'a pas encore compris que le gros problème qu'elle a est un problème de récit. Parce que le récit, c'est comme une armée. Si vous n'avez pas votre propre récit, vous allez avoir le récit du voisin ou de l'autre. C'est ce qui nous est arrivé. Ce qui nous arrive, c'est que nous copions l'autre, parce que nous pensons que l'autre est meilleur. Mais ça donne aussi des justificatifs à l'immigration clandestine même. Parce qu'on a tellement valorisé les autres et déprécié ce qu'on a, qu'on ne voit pas. Ce qu'on ne voit pas n'existe pas. On ne voit pas nos héros.
on ne connaît pas notre histoire. Quand on ne connaît pas son histoire, on est fasciné par l'histoire des autres. Qui doit faire ce récit aujourd'hui? Mais le récit appartient à tous les intellectuels de l'Afrique et tous les penseurs de ce pays. Ce n'est pas simplement... Parce que les gens pensent qu'intellectuel, c'est aller à l'école. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça. L'intellectuel, c'est quelqu'un qui se pose des questions, qui essaie de trouver une solution pour sa communauté, pour son environnement, et qui pose les véritables questions sur la table. Et l'Afrique a un besoin de construire la pensée. Je dis souvent que la pensée a fui l'Afrique. L'Afrique ne pense plus d'elle-même. L'Afrique pense par rapport aux autres. Comme si nous avions une course à faire avec les autres. On n'a pas de course à faire. Non. Je ne veux pas être comme un Français, moi. Vous n'avez pas observé de petits changements quand même depuis ces dernières années? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est timide. D'accord. Parce que l'œuvre du cinéma... Regardez les Américains, ils n'ont pas de ministre de la Culture. C'est quoi le ministre de la Culture des États-Unis? C'est la culture. C'est la culture américaine. Tout le monde mange des hamburgers, tout le monde boit Coca-Cola, tout le monde regarde des films, tout le monde écoute le rap, même si le rap vient de chez nous. Vous voyez? Donc, comme nous ne connaissons pas nos valeurs culturelles, les autres viennent s'abreuver. Et de plus en plus, des productions françaises et occidentales viennent en Afrique tourner. Parce qu'ils ont besoin de nouveaux récits. Nous avons des milliers de récits qui dorment. Et les gens racontent d'autres histoires qui n'ont rien à voir, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut proposer à ce continent qui puisse l'aider à d'abord s'aimer. Avant d'aimer quoi que ce soit, il faut d'abord s'aimer. Quand on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un. Il faut d'abord qu'on s'aime pour aimer l'autre. Donc si nous ne nous aimons pas, parce que nous ne nous connaissons pas, et à la limite même, nous avons un petit mépris pour tout ce qui est tradition. Alors qu'il faut les remettre au centre aujourd'hui. Alors que la culture est transversale. C'est la façon de parler, c'est la façon de manger, c'est la façon de s'habiller, c'est la façon de saluer, c'est la façon d'être en relation avec l'autre. C'est tout ça. Et ça a des incidences dans tous les segments de la vie. Donc on ne peut pas... et c'est pourquoi je reproche toujours à nos dirigeants de considérer la culture comme quelque chose de subalterne, de quelque chose de périphérique. Alors que la culture, elle est centrale. Et le problème des politiques aujourd'hui, c'est qu'ils ne connaissent pas leur culture. C'est ça le drame. Le drame de l'Afrique, c'est que les dirigeants n'ont pas une connaissance de l'histoire, de notre histoire, de nos valeurs, pas simplement Dioup, Ngor, Diom, Teranga, mais aussi d'où ça vient. J'allais vous demander de nous énumérer ces valeurs, justement. Mais c'est des valeurs transversales dans toutes les cultures. Que ce soit toutes les cultures africaines, négro-africaines en tout cas, ont les mêmes valeurs. Que vous soyez au Cameroun, en Guinée, au Sénégal, partout c'est la même chose. Parce que nous avons une souche commune. Nous avons une base de développement commune. Et cette base-là, c'est ce qui nous est arrivé. Nous partageons ce qui nous est arrivé. Il nous est arrivé des moments de grandeur. Il nous est arrivé des moments de conflit. Il nous est arrivé des moments de réconciliation. On nous a dit que nous sommes indépendants. Est-ce qu'on en a fait? Et on n'est pas indépendants. Et on nous a dit aussi que l'Afrique est pauvre. Et on nous dit aujourd'hui que tout va se passer en Afrique. Et maintenant, tout le monde le sait, sauf les Africains. Les Africains ne savent pas que les Africains ne savent pas qu'ils sont le centre du monde aujourd'hui. L'enjeu géostratégique, géopolitique du monde est en Afrique. Mais les Africains ne savent pas. C'est pourquoi ils prennent les bateaux pour aller mourir dans la mer. Mais c'est un problème d'éducation.
mais d'éducation. L'éducation a été sabotée, a été massacrée. On a massacré l'éducation. L'école est devenue pourrie. Quand je vois mes enfants, ce qu'on leur apprend, je dis mais C'est pas ce qu'on apprenait à l'époque. Non, on l'apprenait, mais on avait la balance avec la famille. Hein? Vous quittez l'école, vous venez dans la famille, vous ne parlez pas français à la maison. Hein? Vous avez votre tante, votre badienne, votre oncle qui sont là et qui vous formatent un peu sur des valeurs fondamentales. Aujourd'hui, on quitte l'école, c'est Internet? Voilà, c'est Internet. L'Internet, c'est le portable. Tu vas dans une famille, tout le monde est sur son portable. Et l'Afrique n'a pas 1% du contenu d'Internet. 1%. Et nous nous fions à ça. Donc, nous nous fions aux 99% qui nous viennent de l'étranger et que nous consommons. En nous disant, oui, mais pourquoi on ne crée pas de plateforme? Pourquoi la belle télévision ne peut pas faire une plateforme de streaming mondial où on montre tous les films africains? Parce que si nous ne le faisons pas, d'autres vont le faire. Votre regard aujourd'hui aussi sur la nouvelle génération qui joue les nouvelles séries? Mais moi, j'ai un regard assez mitigé là-dessus. D'une part, parce que je pense que cette génération confond la télévision, le travail de télévision et le cinéma. Le cinéma est une question de proposition. Le cinéma est une question de récit, avec une forme particulière, une empreinte digitale. Dans la télévision, tu n'as pas besoin d'empreinte. Tu fais du champ contre champ, tu fais un plan large, tu fais ton truc et tu livres. Okay? Au cinéma, on te demande de réfléchir pour proposer une voie, une orientation, une esthétique, une philosophie qui te soit propre et que tu as envie de partager au monde. Ce n'est pas la même chose. Comme on dit, le cinéma, la télévision est un meuble, le cinéma est un art. Ce n'est pas la même chose. Et c'est dommage que beaucoup de jeunes s'abreuvent tellement de télévision. Parce que ça reste un mythe dans notre pays quand même. Ouais. Ils s'abreuvent tellement de télévision, de séries télévision, que quand ils font des films, ils reproduisent la même chose. Parce qu'ils ne sont pas libres. Parce que le cinéma, c'est une question de liberté. Tu ne peux pas faire du cinéma si tu n'es pas libre dans ta tête. Si ta tête est colonisée par des images de Spike Lee ou de machin, parce que tu penses que Spike Lee c'est le meilleur, mais Spike Lee n'est pas meilleur que Djibril. Djibril est 10 fois plus fort que Spike Lee. 10 fois. Donc, on arrive à avoir une génération qui est à la limite fainéante dans la démarche qu'on peut trouver chez Maître Ondo, qu'on peut trouver chez Haïlé Guérima, qu'on peut trouver, qui sont des démarches de véritables créateurs de rêves, qui vous transportent sur des choses, on a envie d'y être. C'est pas la même chose. Et paradoxalement, toutes ces séries aujourd'hui s'exportent dans la sous-région et partout. Mais c'est très bien. Pourquoi? Parce que c'est... Mais c'est très bien. Traduit, c'est du bon français. Mais parce que j'ai entendu des gens dire que le cinéma africain marche très bien parce qu'il y a des séries de... Je dis non. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Parce que ça, c'est en fait toute une politique. Il y a ce qu'on appelle la soft power. La soft power que les gens utilisent aujourd'hui, c'est la soft power culturelle. On veut nous faire croire qu'en faisant comme les autres, on avance. Alors que, pour moi, on n'avance pas. On avance quand on fait les choses qui vous sont propres. On avance quand on a une vision claire du monde et qu'on n'a pas honte de l'afficher. On n'a pas honte comme l'autre disait,
Le nègre n'a pas besoin de crier sa tigritude. Ça se voit. Ça se voit. Ouais. Il faut, il faut casser ces récits occidentaux qu'on nous impose, parce que les producteurs, ils sont européens souvent. Et ils veulent formater. C'est pourquoi ils disent que la télévision, ça marche très bien, c'est bien. Mais l'exportation des séries, c'est une belle chose. Parce que ça montre qu'il y a du récit, il y a du récit local. On a du récit local. Mais est-ce que ce récit local doit rester enfermé dans un magma de récits mondialisés? Je dis non. Il faut que les récits apportent d'autres choses qui soient des choses beaucoup plus profondes que la polygamie, la jalousie, l'argent, les belles voitures, les belles maisons, parce qu'ils parlent que de ça. Hein? C'est que ça, mais il n'y a pas que ça. Et les femmes qui sont dans le village là-bas, là, ce n'est pas des Africains. C'est pas des Africaines. Elles comptent pour du beurre. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le récit est tellement... on a pensé que le récit est citadin. C'est totalement faux. Les beaux récits ne sont pas dans les villes. Les beaux récits, c'est à l'intérieur du pays. C'est là où on puise les beaux récits. Même s'il faut les adapter à la ville, on peut le faire. Mais il faut avoir des outils qui ne sont pas des outils totalement modernes, comme on dit. Je souhaiterais que la belle télévision soit une... parce que Mactar le mérite. Parce qu'il fait un travail remarquable. Remarquable. Et je le suis depuis plus de 30 ans. Je sais ce dont il est capable. Je sais que c'est des outils comme ça qui vont aider à façonner l'Africain nouveau, l'Africain décomplexé, décolonisé mentalement, qui ne soit plus sujet à cette colonialité ambiante. Sans nous en rendre compte, nous avons un mental colonial. Et ça, je pense que le seul moyen d'arriver à rompre ça, c'est d'arriver à faire que les Africains se sentent fiers. Et de faire du contenu 100% africain. C'est ce qu'on essaie en tout cas. Et du bon contenu. C'est ce qu'on essaie de faire. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, merci d'avoir Merci participé à cette émission. Un plaisir. Merci de nous avoir suivis et quant à moi, je vous donne rendez-vous très très vite avec un prochain invité et un prochain thème. Merci.